l'Algérie, c'est un contraste terrible. C'est le grand contraste de ma vie, tu vois. En pratique, c'est un drame, le drame de mon enfance, que je vais te raconter rapidement. Hein. Et puis, c'est la rédemption. Quand la première fois, j'ai été invité par l'Arabe pour aller à Tlemcen, j'ai découvert ce pays très inquiet parce que j'avais des a priori que je vais te décrire et j'ai découvert un autre monde, quoi. Un monde que j'ai raté. Je suis né à Alger, à Saint-Eugène, et nous avions bon, ma naissance a été, ceci bien passé. J'ai eu un petit frère tout de suite, qui a 2 ans de moins que moi. Et mon père et ma mère sont partis en Indochine en 53 je te dis pas pour faire la belle vie, mais enfin voilà, mon père était pilote. C'était un sacré bonhomme que je n'ai donc pas connu parce que malheureusement cet homme s'est tué, a été abattu par le Viet Minh en Indochine où il faisait des transports aériens. C'était un pilote de chasse pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a connu maman à Alger. Et lui, il était d'Annaba. Il était de Beaune. Hein. C'est une famille beaunoise, donc de Bib. Et alors c'est pour ça que mon histoire est aussi intéressante parce que ensuite, j'ai aussi retrouvé une partie de l'Algérie par le biais de ma grand-mère Tebib, c'est-à-dire la femme qui avait épousé le commandant Tebib, qui était avocat, qui lui donc était arabe. Et ma grand-mère était française pur porc, elle s'appelait Arnaud, tu vois, elle venait de Sommières à côté de Nîmes, donc tu vois. Alors j'aime autant te dire que quand ils se sont mariés juste après la Première Guerre mondiale, j'aime autant te dire que ça a fait du pataquès et chez les Arabes et chez les Français. Hein. Ils ont été honnis des deux familles. Puis bon, après, ça s'est heureusement arrangé. Mais c'est pour ça que moi, j'ai une origine un peu bancale, enfin pas bancale, je suis un peu des deux, si tu veux. Mais ça n'a pas empêché que mon père était Air Algérie, il était pilote sur Alger, nous habitions Alger, et ils sont partis. Et là, je me suis retrouvé tout seul avec mon frère, et c'est ma grand-mère maternelle qui habitait Constantine, d'où mes grands souvenirs de Constantine. Et nous avons vécu à Constantine de 53 à 55 chez Nani, chez ma grand-mère. Et alors là, j'ai les premiers souvenirs de l'enfance heureuse avec des choses absolument que j'ai retrouvées quand j'ai eu la chance d'aller à Constantine, c'est-à-dire que les gens ont été très étonnés que je parle de Sidi Msi, du Djebel Ouache, tout ça. Ça m'était resté parce que j'y suis allé quand j'étais bébé, petit garçon avec mon frère, on allait jouer dans la neige au Djebel Ouache, enfin tu vois, voilà. Donc la piscine, la fameuse piscine Sidi Msi, elle marchait encore. Alors malheureusement, elle ne marche plus. Je me souviens très bien y être allé, m'y être baigné. Enfin voilà, on descendait, il y avait une espèce d'ascenseur. Enfin tout ça, c'est des souvenirs heureux. C'est donc jusqu'en 55. Et puis ensuite, ma mère revient et nous nous retrouvons à Alger. Et là, il y a ce qu'on appelle pudiquement les événements que nous, les enfants, nous avons vécu tout à fait différemment des grands. C'est-à-dire, nous, on allait à l'école. Moi, j'allais à l'école à Saint-Eugène. Mon école était une école publique. Donc, je me retrouvais avec des Arabes. Et j'ai d'ailleurs, comme tu le sais, mon meilleur ami était un Algérois, était un Arabe. Mohamed Tessa, je peux dire son nom. Hein. Et donc, on s'est retrouvés un peu, comment dire, balancé au milieu de cette histoire dramatique dont on ne voyait pas le fondamental comme les adultes l'ont certainement vu, c'est-à-dire que c'était la guerre d'indépendance. Pour nous, les enfants, c'était le FLN pour les Algériens, enfin pour les Arabes d'Algérie. J'ai du mal à dire algérien, parce que moi, je me sens un peu algérien, figure-toi. Et l'OAS et les généraux pour les Français. Et donc, on avait, mais c'était pas non plus des catastrophes. Hein. Et puis la guerre s'est avancée et moi j'ai des souvenirs donc toujours un petit peu parasites, mais qui sont assez dramatiques. Par exemple, un jour, je me rappellerai toute ma vie, je ne sais pas si je vais peut-être l'avoir raconté, nous rentrons avec mon petit frère, donc François, 2 ans de moins que moi, nous rentrons de l'école de Saint-Eugène, on rentre à la maison et maman, qui était quand même pas bien sérieuse, nous laissait rentrer. Et à un moment donné,
sur il y a une espèce de pont qui s'appelait le ravin de la femme sauvage. Et en face de moi, je vois une vieille arabe arriver, donc de l'autre côté de la route, sur le pont. Et nous, on était à gauche, elle était de l'autre côté à droite. Et bon, je la vois avec son couffin qui avançait. Et tout d'un coup, une voiture arrive. Et j'ai entendu, pas du tout comme dans les westerns, un ta-ta-ta-ta, j'ai entendu comme un crépitement. Comme un crépitement, la voiture est passée. La vieille s'est accrochée. Alors, j'ai vu cette dame s'accrocher à la rambarde. Elle a lâché son couffin, tous les légumes, tout machin par terre, et elle est tombée. Alors, moi, j'ai cru qu'elle était tombée. Et puis, j'ai entendu des cris et j'ai vu la voiture. Je te jure que c'est vrai. Nous sommes arrêtés au café quand, tu sais, le gars cherchait pour ma maison, là, s'arrêter là, tourner, revenir, et je pense qu'ils l'ont de nouveau flingué. Ma mère est arrivée en poussant des cris, elle nous a récupérés, on est rentrés, et j'ai compris que cette malheureuse femme avait été assassinée, je suppose par l'OAS, puisque c'était une arabe, donc voilà. Et puis, deuxième souvenir terrible, qui reste vraiment dans ma mémoire, c'est la nuit des soi-disant, enfin, c'est des 101 plastiques, c'est-à-dire l'OAS, une nuit, a fait péter dans Alger 101 plastiques. Et tu te demandais si tu n'allais pas sauter, parce que ta maison, mon beau-père, ma mère s'était remariée après la mort de mon père, mon beau-père était fonctionnaire, et bon, il y avait un risque, tu vois, et on entendait les explosions. Il y a eu une explosion très proche de chez nous, et ma petite sœur, maman a eu 2 enfants avec cet homme, et ma petite sœur Catherine a gardé à vie la peur des pétards, du bruit, tu vois. Voilà. Et ça a été véritablement la catastrophe. Et puis ben, j'étais quand même assez grand et ça m'a permis de grandir et j'ai vu que les choses finissaient mal. Et en 62, on est rentré. Et quand on est rentré, maman m'a dit, Jacques, tu es le grand, il va falloir que tu aides ton frère et ton petit frère et ta petite sœur. Et j'ai pris le dessus et j'ai aidé maman à préparer notre voyage. François, mon frère, et Frédéric pensaient qu'on partait en vacances puisque nous partions chaque année à Lyon, dans la région lyonnaise. C'est pour ça que je suis à Lyon d'ailleurs. Hein. On venait dans notre maison de vacances et c'était le moment de l'été, enfin c'était le mois de juin, mais bon, on partait en vacances. Et alors moi, je savais très bien qu'on quittait l'Algérie. Et comme je l'ai dit une fois, j'ai fait le tour de ma maison et j'ai bien fait, du jardin où je m'étais amusé tout tant d'années, parce que je savais que je ne le reverrais plus jamais. J'en ai une parfaite conscience et j'ai bien fait puisque, tu as vu, quand nous sommes retournés à Saint-Eugène, j'ai vraiment pas de bol. Tout est resté pratiquement en place après 50 ans, sauf ma maison qui a été cassée. Donc, j'ai visité ma maison une dernière fois et nous sommes partis. Comme mon père était à Air Algérie, maman a eu sans doute du piston, on a pu partir par avion, mais j'ai vu des choses atroces. Je me souviens d'une vieille dame qui était juste devant moi dans l'embarquement. Elle avait une petite cage et elle avait dedans un oiseau. Ils lui ont interdit de prendre l'oiseau dans l'avion. Donc, il a fallu que cette vieille femme laisse l'oiseau à Alger, tu vois, à Maison Blanche. Ça a été des trucs comme ça. Bon, on est arrivé en France. Maman est restée en Algérie pour sauver les meubles. Elle n'a rien sauvé du tout. On s'est retrouvés dans notre maison de vacances. Et là, ça a été, là aussi, la pire année de ma vie. La pire année de ma vie, parce que 62, c'est une année, donc on a passé l'été. Alors, on vivait dans la maison, alors tout allait bien l'été, bien entendu, mais enfin bon, on savait bien qu'on n'y retendrait pas, on n'avait pas de nouvelles de notre mère, enfin les choses, et puis surtout, je me suis retrouvé en France, parce que moi j'aimais bien la France, parce que c'était un pays, je venais passer mes vacances l'été, ils parlaient comme moi, mais c'était pas mon pays, quoi. C'était pays de vacances, ils parlaient français, j'aimais bien les gens qui étaient là. Il a fallu que je m'habitue à ce pays. Alors, premièrement, le premier choc, c'est qu'on habitait une maison qui n'était pas du tout faite pour l'hiver. Donc, on s'est retrouvés, bon, il y a eu pire que nous, hein, on s'est retrouvés à l'automne. Ma grand-mère a vraiment fait le maximum pour aménager une maison plus petite que nous avons habité ensuite, mais la maison n'était pas finie. Et on s'est retrouvés octobre-novembre 62, et je peux te dire que, je n'ai pas besoin d'aller chercher, je peux te dire que 62, c'est une des pires années de France, de froid. La Saône,
charriait des glaçons, je n'avais jamais vu ça, à un froid noir, et nous chauffions dans cette grande maison avec du bois, dans des cheminées. C'était une magnifique maison pour l'été, mais l'hiver, on se faisait peler. Et puis, bien entendu, l'autre catastrophe, ça a été la scolarité. Parce que j'avais quitté, j'étais un très bon élève, je me tirais la bourre avec un autre garçon, c'est-à-dire soit c'est moi qui avais le prix d'excellence, soit c'était lui. Enfin bon, c'est CE1, CM1, CM2. Et puis, mais malheureusement, au CM2, ben, l'école a été plastiquée. Il y a eu plusieurs épisodes dangereux et ça a été fermé. C'est-à-dire qu'à partir du mois d'avril, on n'a plus école. On s'est retrouvé à la maison et ma mère se préoccupait de nous. Bon, il y avait je pense qu'elle avait d'autres chats à fouetter. Donc, on rentre en France et ben, il faut retrouver une école. Et avec les ennuis, ma grand-mère s'en est pas occupée. Donc, moi, je suis rentré fin octobre, alors que la rentrée était début octobre. Je me suis retrouvé dans un CEG avec des Français, euh, allemand première langue, dans une espèce de zone, et puis avec un accueil terrible, désagréable de tous ces gens, car les Français nous ont très, très mal accueillis. Ça a été une catastrophe. Euh, les Arabes qui sont venus en France ont été très mal accueillis, mais je peux dire que les pieds noirs, ça a été la même chose. Hein. On était considérés comme persona non grata. Pour les vacances, tout allait bien, mais quand il a fallu y rester, alors on nous traitait de sanguinaire, de raciste, alors que moi, raciste, je suis peut-être raciste, mais en tout cas, je n'y étais pas à l'époque, bien entendu. Et vraiment, j'ai eu beaucoup de mal. Moi qui étais un premier de classe, j'ai redoublé ma sixième, tellement j'en ai chié, pour parler vulgairement. Ensuite, bon, je me suis récupéré. Et puis, Nani, ma grand-mère, s'est aperçue que j'étais dans un CEG. Moi, je voulais faire des études supérieures. Et un CEG, ça t'a amené, tu sais, au certificat d'études. Et après, c'était fini. Donc, il a fallu qu'ensuite, je passe dans un lycée. Et la même rebelote, en France, à l'époque, tu avais une différence de niveau entre le CEG et le lycée. J'arrive au lycée, pareil. C'était pas le même niveau. J'ai eu beaucoup de mal. Bon, j'ai redoublé ma quatrième. Donc là aussi, ça a été difficile, alors que j'étais plutôt un bon élève. Et des choses comme ça. Si bien que, si tu veux, euh, associé au drame que nous avons traversé, parce qu'il y a eu un problème financier, maman n'était pas là, on vivait bien en Algérie. Pour moi, l'Algérie, ça a été quelque chose d'extrêmement désagréable. C'est-à-dire, j'ai rendu responsable l'Algérie de tout le malheur que j'ai traversé dans mon enfance. Et comment dire, c'est pas de la haine, mais disons, cette acrimonie m'a donné la force de faire les études que j'ai faites, car je pense que si j'avais été en Algérie, j'aurais certainement fait médecine, mais j'aurais certainement été beaucoup plus relax. Hein. Là, je me suis bagarré et je peux te jurer que jusqu'après mon internat, il y a des soirs, je me couchais, je me dis, mais qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que je fous dans ce pays merde? Voilà. Tu vois, ça m'a quand même vachement marqué. Et puis, bon, arrive, alors en plus, bon, De Gaulle nous a bien eu, nous, les pieds noirs, et puis il n'y a pas eu que les pieds noirs, hein, les Algériens qui sont rentrés en France, hein, les harkis et tout ça. Donc, alors moi, je ne connaissais pas trop cette affaire, mais il y a eu toute cette période de Gaulle avec Nani qui était gaulliste, parce que Nani était gaulliste avant la Deuxième Guerre mondiale. C'était une femme qui avait fait la Deuxième Guerre, c'était une femme qui avait qui s'était beaucoup battue, elle était ambulancière dans l'armée de juin. Alors, j'aime autant dire, enfin, bon, heureusement qu'elle est morte, parce que quand tu vois les films où on te dit alors que les pieds noirs se sont fait dégommer en Italie, enfin bref, tu vois, alors Nani était quand même, tu vois, cette période est extrêmement défavorable. Et puis, il y a eu un autre plan, c'est que moi, les Algériens, les Arabes, pour moi, c'était mes copains. C'est-à-dire, moi, nous étions à Alger. Alors, Alger, c'était la grande ville. Moi, je n'étais pas dans la Cambrousse. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé avec les colons. Mais moi, mes petits copains, on jouait. Alors, bon, je savais qu'on n'avait pas le même niveau de vie. Bien sûr, bien sûr. Oui. Mais tu vois, on était habitués. Arrivent tous ces Algériens. Alors là, je peux dire Algériens, puisque c'était Algérie, hein, qui viennent en France. Et c'est pas du tout, mais pas du tout ce que j'ai connu. Ces Algériens-là, ce sont des gens qui ont changé. Et tu vois le problème que ça pose maintenant. Alors, Nani,
parlait couramment arabe. Je me souviens qu'au marché, elle s'entendait très très bien. Nous achetions, tu sais, au marché, il y avait au marché de Neuville, il y avait des Arabes qui vendaient les légumes. Et ben, elle allait que chez les Arabes pour acheter, pour discuter avec eux. Elle disait alors tu vendais, voilà. Et ça, c'était sympa. Mais quand j'ai vu les petits arriver et que j'ai grandi, que j'ai eu 20 ans, qu'il y a eu la délinquance et tout ça, tu vois, ça a été un truc. Je me dis mais cette Algérie, mais c'est vraiment un drame, c'est une catastrophe. Et puis, François et moi, mon frère, on n'a jamais pensé, je ne pensais pas que je pourrais y retourner, d'une part parce que ce que je viens de te dire, puis surtout parce que le grand-père Tebib, qui était donc un arabe, était député de Beaune, mais l'ennui, c'est qu'il était pour l'Algérie française. Et alors, parce que tu sais que là-bas, ça a été comme ça, et il y a eu 3 attentats, il a été rapatrié, protégé et tout, il a été protégé en France pendant des années. On était persona non grata en Algérie, puisque mon grand-père, enfin, c'est ce qu'on vous avait dit, mon grand-père est Tebib, si les enfants te vivent, voilà. Puis bon, c'est l'époque de Boumedienne, une période quand même extrêmement, tu vois, très drastique, quoi. Bref, bon, je voyais l'Algérie de loin, je me disais, voilà les problèmes que ça pose. Et je me souviens les Français qui me disaient, oh là là, mais tous ces Arabes en France, tout ça. Mais je leur dis, écoutez, les Arabes en France, écoutez, vous les avez voulu, vous les avez fait venir pour bosser. Maintenant, vous avez les enfants, il faut les gérer. Voilà, c'est comme ça, c'est bien fait. Vous aviez qu'à travailler. Enfin voilà, tu vois, c'est des choses comme ça. Bref, tout ça va bien. Et puis, il y a un homme important dans ma vie, c'est Samad Belmoud, Mohamed Belmoud, qui est de Tlemcen, comme tu le sais, qui me met en rapport avec Amer Louafi à Paris pour la SFR, puis ils me disent est-ce que ça vous dirait de venir en Algérie pour une conférence Moi, je dis à Samad, mais tu sais, moi, franchement, tu crois que je peux y aller? Il me dit, mais tu rigoles, bien sûr, bien sûr. Et puis moi, j'ai toujours aimé l'aventure. Hein. Je suis parti aux États-Unis faire un postdoc à Boston pendant 2 ans. J'ai amené ma famille. Enfin, je me suis dit, je vais tenter l'aventure. Bon, en plus, c'était Tlemcen. Je ne connaissais pas Tlemcen parce que moi, je ne connais rien de l'Algérie. Il faut savoir que je connaissais Alger, je connaissais Constantine. Ouais, je connaissais un peu Constantine. Quand j'étais petit, on allait à la plage, mais je me rappelle, tu avais les militaires sur le dessus, il y avait des chars qui passaient. Enfin bon, un souvenir terrible. Et j'arrive à Tlemcen, et là, le choc. Le premier choc, on a, je ne sais pas si tu te rappelles Tlemcen, on était logé au-dessus, là, sur les 4 saisons. Là. Et tu sais, il y a une espèce de téléphérique qui marchait à l'époque. Le plateau de la passe et de la. Voilà, et donc, il y a le téléphérique. et alors on descend pour aller dans la zaouïa de son père. Et je descends avec Samad et on descend et on arrive en bas. On arrive à la Zaouïa. Je suis impressionné. Son père était mort, mais son oncle s'en occupait. Donc on discute avec cet homme, etc. Et Samad dit écoute, j'ai encore des trucs à faire. Et tu m'attends? Non, je dis non, mais je vais remonter. Ça va me faire. Je vais voir Tlemcen. Donc je quitte la Zaouïa. C'est tout petit Tlemcen. Hein, et je remonte dans la rue où habitait Patrick Bruel. Je prends cette rue et à l'angle de la rue, une petite maison avec un jardin et un citronnier magnifique et des citrons, mais énormes que tu ne vois pas en France. Et moi, je m'arrête et je regarde ces citrons et je suis en admiration, mais bien entendu, je n'en prends pas. Et dans le jardin, j'entends une voix de femme. Bonjour monsieur, ils sont beaux mes citrons. Je dis madame, ils sont magnifiques vos citrons. Eh bien écoutez, attendez-moi, elle ouvre la porte. Putain, elle me sort 3 citrons et elle me les donne. Écoute, c'était incroyable. Moi, je n'avais rien demandé. C'était un cadeau, tu vois, vraiment, c'était terrible. Alors, je prends mes citrons et je les ai ramenés à la maison d'ailleurs. Et ça m'a beaucoup touché parce que j'ai découvert un pays et qui s'est confirmé par la suite. Moi, je peux le dire, hein, l'Algérie, c'est pas du tout ce qu'on croit. Hein. L'Algérie, c'est d'abord, outre que c'est un très beau pays, c'est un accueil. C'est un accueil incroyable. Tous les endroits où je suis allé depuis, tu sais que j'ai pas mal bourlingué là-bas, j'ai toujours été reçu comme un roi et par des gens pauvres, des gens qui m'ont toujours reçu. Mais c'est incroyable. La gentillesse des gens.
l'accueil que tu n'as pas en France. J'ai plein d'anecdotes. Je suis à Bouira, à l'hôpital, et il y a une vieille dame qui est là, qui a un problème de genou, et je discute avec mon collègue rhumatologue, et je lui dis, alors elle ne parlait pas français, mais sa fille était là. Et je lui dis, quand même, alors elle a un problème de genou. Alors je dis, ouais, elle a un gros problème de genou, alors on ne va rien pouvoir faire, l'infiltration, elle est toute détruite. Puis la fille, elle dit, je lui dis, mais quand même, votre maman, elle est quand même bien affectée, et il faudrait lui mettre des prothèses. Alors mon collègue me dit, mais les prothèses, on n'en a pas à Bouira en ce moment. Je dis, ouais, mais alors ça va être très difficile. Et la fille me dit, mais vous savez, elle reste encore bien tonique, elle fait la cuisine. Et puis en rigolant, je lui dis, tel que je vois votre maman, elle doit bien la faire, parce que la maman, elle se portait bien. Alors, l'autre, la fille, elle rigole et elle traduit en arabe à la vieille qui me fait un sourire. Bon, et puis, je sais, bon, ils s'en vont. Le lendemain, reconsultation, la fille arrive avec, je te jure que c'est vrai, je sais pas, un espèce de boîte. Il y avait un couscous pour tout le monde, pour moi, parce que j'avais dit qu'elle devait bien faire la cuisine. Voilà, tu vois, j'ai que ça. J'ai que des histoires comme ça. Je vais à Biskra, Salam m'amène à non, c'est pas Gemla, Douglas, la ville où ils ont les dates, c'est pas Biskra. Et on visite, moi j'ai jamais vu autant de dates, on visite un producteur de dates. Mais je sais pas, il y avait sous les hangars, il y avait, je sais pas, 30 tonnes de dates à peu près, tu vois, qui étaient rangées. Et alors il me dit, alors qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, ils sont magnifiques vos dates, tout ça. Et puis il prend un énorme machin, il dit, 20 kilos, et il commence à prendre, il le met dans une boîte, et puis il me donne, je dis, je vous dois combien? Il me dit, mais monsieur, mais vous ne me devez rien. Je dis, attendez, mais je n'ai pas de raison de. Mais non, vous venez nous aider, c'est pour vous. Voilà. Je me suis retrouvé avec 20 kilos de dates. L'affaire n'est pas finie. Donc 20 kilos de dates pour rentrer dans l'avion. Bon, j'avais une grosse valise, et donc Salah me dit, tu vas voir, j'ai un sac, tout ça. On arrive, on va pour le départ. Le taxi qui m'amenait à l'hôpital sort une énorme boîte de dates encore. Il me dit, c'est pour toi. Mais je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Non, c'est trop. Il me dit, non, tu sais, tu es venu nous aider. Et je suis rentré avec 40 kilos de dates. Voilà. Et ça, c'est l'Algérie. Les cadeaux en France que j'ai, tiens, en venant de manger des pâtisseries algériennes, d'une de mes patientes, moi, c'est que les Algériens qui me font ça, jamais les Français. Voilà. Donc, c'est ça l'Algérie nouvelle, et moi, je suis heureux d'y être retourné. J'ai raté quelque chose d'incroyable dans ce pays. Je suis content d'avoir revu ce pays, d'avoir trouvé ce pays. Et alors, bon, c'est vrai que je ne suis pas algérien, mais je suis né là-bas, moi aussi. Hein. Moi, c'est pas moi qui ai choisi ma nationalité. Hein. Moi, je suis né comme ça, comme tous les Algériens, et c'était mon pays. Et quand j'y retourne, je t'assure que je suis de plus en plus chez moi. Alors, bon, je comprends bien tous les problèmes qui existent, y compris au niveau politique, avec tout ce qui s'est passé. Encore que, comme me l'a dit un vieil homme plus vieux que moi, qui était du FLN, il m'a dit, ouais, la guerre, d'accord, mais maintenant tout le monde s'en fout, on est tous morts. Et c'est vrai, les jeunes en Algérie, un tiers de la population, ils ont 30 ans, autant dire, la guerre d'Algérie, ils s'en tapent, hein, c'est pas leur problème, ils ont d'autres soucis, ils ont malheureusement d'autres soucis, tu vois. Voilà, donc ce truc-là, c'est complètement passé, tu vois. Je vais dire encore un dernier truc, je l'attends et je sais que je vais l'avoir. On va vers Bouira et on va chez des gens et ils avaient des tortues. Et ils me disent, des tortues en France, tu n'as pas le droit d'en avoir. Enfin, tu ne peux pas acheter des tortues comme ça. Et ils me disent, la tortue, ça protège la maison. Enfin, voilà. Alors, je leur dis, vous avez eu la chance d'avoir des belles tortues comme ça. Alors, vous avez des tortues terrestres, des grosses, des petites. Alors, je leur dis, mais nous, en France, on ne peut pas en avoir. Alors, le gars, il me dit, oh, mais on va arranger ça.
on va ranger ça, et vous en aurez une bientôt. Et alors, je dis à Sam, mais comment il va faire? Ben, il dit, mais tu vas se débrouiller, tu verras, tu auras ta tortue. Bon, je l'attends toujours, ma tortue, mais c'est ça, et je sais qu'un jour, je vais avoir la tortue, si tu veux. Tu vois, voilà. Et ça, je trouve ça incroyable. Voilà, ça, c'est la qualité de ce pays. Ça n'est pas du tout les Algériens de France. Du tout, du tout, du tout, du tout. Ça n'a rien à voir. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Ici, les gens sont comme ils sont comme les Français, hein, c'est-à-dire secs, agressifs, inquiets, tu vois. Alors qu'en Algérie, les gens te donnent tout. Enfin, franchement, moi, j'ai pas vu une fois un accueil, tu vois, un accueil désagréable. La seule fois où on a eu un truc qui coinçait un peu, mais tu te rappelles, finalement, ça tombe, enfin, c'est tout à fait normal. C'est quand je suis rentré dans ma maison, j'allais dire chez moi. Oui, oui, on a Mais senti je suis qu'on cassé, était le là. gars faisait une drôle de tête. Je le comprends parce qu'il pensait peut-être que j'allais venir, mais tu as pris ma baraque, tu vas me la rendre, tu vois, ou des conneries comme ça. Voilà, bon, je pense que c'est ça. Mais regarde, tu te rappelles les deux jeunes, comment ils En ont été? face, la maison d'en face, oui, tout à fait. Ils m'ont amené chez eux, on a pris le thé, ils m'ont montré les photos, etc. Et c'est eux qui nous ont fait découvrir. On va dire, voilà, c'est que ça. C'est que ça. C'est pour ça que moi, il me tarde d'y retourner, d'aider les Algériens, et puis sans parler de la beauté de ce pays. Mais je ne vais pas trop le dire aux Français, parce que c'est bien. Alors, il y a la côte, mais il y a des endroits, mais c'est somptueux. C'est-à-dire, ça vaut largement toutes les côtes. Alors, moi, je ne connaissais pas toutes les côtes françaises, hein, la région de Toulon que je connais même, comme sur Abier. Hein. Quand tu vas à la ville romaine à côté d'Alger, la Tipaza, oh, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Et attends, tu n'es pas encore allé en Kabylie? Si. Enfin, en Kabylie, si, je suis allé vers la fameuse montagne, tu sais, c'est le prénom de la mère du Là-bas prophète. d'ici? C'est ça. J'ai vu cette Ah avec les singes, avec les singes. ah Et, non, tu allais du côté du ruisseau des singes. voilà, c'est ça. C'est au Donc, Tchouplida, c'est au Tchouplida. c'est ça. Alors, il y a une très belle montagne qui est spectaculaire. Alors, elle n'est pas très, très haute, mais ça rappelle les montagnes, ça rappelle les Alpes. Hein. C'est un machin qui peut se faire tu sais, je fais de l'escalade et tout. Voilà. Eh ben, oui, je trouve que c'est un pays qui est. Mais finalement, ma conclusion, je trouve, c'est que on se ressemble. Euh, la France, c'est un magnifique pays. C'est beau. Enfin, c'est vrai que des paysages changeants. Tu fais 100 km, tu as une autre. Et ben, l'Algérie, c'est kiff-kiff pour hein. C'est-à-dire, tu fais 100 km, c'est autre chose. Tu vas dans la montagne. Alors, en plus, eux, ils se tapent le désert, donc en plus le désert, mais tu peux aller voir des montagnes élevées. Tu vas monter dans les Alpes, tu trouves des singes, enfin, c'est incroyable. Tu vas au bord de la mer, tu as des plages mais splendides. Tu as des ruines romaines. Alger, c'est une magnifique ville. Enfin, Le type voilà. haussmannien sur les grands boulevards, effectivement, pas loin de la Grande Place. Ouais. Voilà. Et moi, je trouve qu'on se ressemble. On se ressemble parce on a deux beaux pays. Notre culture, bon, alors on est très différents, mais regarde la cuisine. Les Français, on aime bien la cuisine algérienne, pardon. Hein. Alors, il n'y a pas que le couscous, hein, je peux te dire. Enfin, toi, tu sais mieux que moi. C'est super bon, quoi. Enfin, et la pâtisserie, c'est un truc incroyable. Les fruits, et puis toute la terre, les légumes, les fruits. Chaque fois que je vais en Algérie, je ramène des fèves. Il n'y en a pas comme ça en France. Des fèves fraîches, bien entendu. Il n'y en a pas comme ça en France. Les oranges aussi, oui. Les oranges, tu n'as pas les Thomson, tu n'en as pas en France. Voilà. Donc, il y a toute cette qualité de vie et qui rappelle quand même, enfin moi, qui correspond à ma façon dont j'ai été élevé. Et c'est pour ça que c'est ça mon Algérie. Est-ce qu'on peut dire que le petit Jacques Tébib s'est réconcilié avec l'homme d'âge mûr? Mais bien sûr, je te dis, je remercie Samad, je remercie Hammer de m'avoir invité et je me remercie moi-même d'avoir l'esprit assez ouvert pour retourner voir quelque chose qui me faisait mal et voir ce que ça allait faire, quoi, parce que j'ai toujours eu cet esprit. Mais oui, je ne regretterai jamais de ma vie. Je pense que je plains mon frère François qui ne veut pas y retourner parce que c'est un trou béant je pense, dans le cœur de tous les pieds noirs. Et enfin, évidemment,
peut-être certains ont été déçus d'y retourner, mais chaque fois que tu parles à un pied noir qui retourne en Algérie, il a retrouvé des amis, ça s'est super bien passé. Ben, comme moi, avec Mohamed Tessa, on ne s'était pas vu depuis près de 60 ans, tu as vu ce que ça a donné, quoi. C'est incroyable, quoi. Voilà. Non, non, bien sûr, c'est formidable. C'est un message de paix. On en a bien besoin en ce moment. Oh, Jacques, je t'ai vu pleurer la première fois, toi, un grand monsieur, mais je sais toute l'émotion que fait. Non, mais ça, tu vois, je pense que toutes ces horreurs qui se sont passées, c'est terrifiant, quoi. Un si beau pays, des gens si bien, tu te demandes comment ça a pu tourner comme ça. Heureusement que ça s'est arrangé. Et bon, j'espère que les choses s'arrangeront pour ce pays. Quand je faisais à la Constantine la deuxième fois, Imen Ben Sharif j'avais demandé à aller voir la tombe de mon grand-père parce que donc finalement, pour la faire simple, c'est la seule tombe qui est restée de notre famille en Algérie, en tout cas que je connais. Et mon grand-père Rouir, le mari donc, de ma grand-mère, est enterré dans le tombeau familial. Et Imen m'a amené visiter voir ce cimetière français fermé à clé, protégé. Et un homme est venu, il nous a ouvert la porte, nous avons consulté le registre parfaitement tenu. Il m'a montré, j'ai retrouvé la tombe le caveau de la famille Ferrando, il s'appelait Ferrando, et j'ai pu voir cet endroit qui est parfaitement entretenu. Donc c'est bien sûr, tout ça, c'est tout ce qu'on disait, parce que je peux te dire qu'on en a entendu des vertes et des pas. Oui, alors c'est pas faux. Ils ont cassé les cimetières et tout, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas faux. Voilà. Il y a quelques cimetières qui ont été vandalisés de la bêtise humaine, effectivement, mais il ne faut pas généraliser. Et en tout cas, celui de Constantine, il est bon. Alors évidemment, comme a dit la personne l'entretient. Alors, il les laisse, évidemment, ils n'entretiennent pas le cimetière comme celui d'Alger qui est entretenu, bien sûr. Hein, voilà. J'ai fait les images, donc on ne fera pas dire le contraire. Et je voudrais que tu termines sur, justement, à l'issue des vidéos qu'on a faites ensemble, quand tu retournes à Alger, que tu retrouves la maison, tu as eu beaucoup de témoignages et tu disais que récemment, il y a une ancienne institutrice de Saint-Eugène qui t'a écrit un mot. Alors, en fait, c'est très étonnant. Elle a vu ta fameuse vidéo sur YouTube où je rencontre Mohamed et elle m'a envoyé une lettre que j'ai gardée. Belle lettre, tu sais, mal écrite, hein, c'est pas tapé à la machine. Et elle me raconte qu'elle était institutrice à Saint-Eugène, elle a 96 ans. Elle était institutrice à Saint-Eugène et elle me posait la question de savoir dans quelles années j'étais. Donc, elle me parle de Saint-Eugène, elle y a passé des années. Alors moi, je ne me rappelle pas de cette femme, mais je pense qu'elle a dû partir avant que j'arrive dans l'école publique qui était à 400 mètres de chez nous. Et cette lettre, elle est charmante parce que c'est une lettre, c'est une vieille dame qui écrit en France, enfin tu vois, on écrit à la main, super, comme une institutrice, quoi, tu vois, c'est vachement marrant. Et elle me dit, est-ce que vous pouvez me dire, alors bien sûr, j'ai donné les dates que je connaissais, donc je pense que pas eu de réponse pour l'instant, mais non, c'est marrant, tu vois, oui, tout à fait. Une lettre envoyée, donc elle a fait une recherche, cette dame, parce que je l'ai reçue à la clinique, c'est-à-dire où je travaille. Tu n'avais pas donné mon adresse. Bon, il y a mon nom. Alors évidemment, tu tapes sur Internet Jacques Denis Rhumato, évidemment, on trouve. Mais enfin, bon, elle m'a envoyé ça à la clinique Charcot. Non, c'était charmant. C'est une très belle, c'est vrai, c'est marrant, une belle chose. Ouais.